c'est de vendre la drogue, l'héroïne. Donc, ils ont fait la guerre pour obliger les Chinois à accepter l'héroïne, accepter la drogue, l'opium. Ils ont fait 2 guerres de l'opium, donc une guerre du boxer. Et lorsque vous discutez avec les officiers chinois, ils ne l'avouent pas, mais ils jubilent aujourd'hui de voir qu'après 2 siècles, ils peuvent finalement se venger. Et comment le font-ils? Ils le font en investissant en Afrique. C'est-à-dire qu'ils coupent l'herbe sous le pied des Européens. Parce que les Européens ont toujours tenu l'Afrique comme un terrain en friche où ils peuvent venir puiser à tout moment. Dès lors que les Chinois viennent là où ils considèrent comme étant leur chasse gardée, les Chinois contribuent à les fragiliser. Le FMI nous a donné, pour le mois de juin de l'année dernière, que la Chine a investi en 10 ans en Afrique 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. On a par exemple au Nigeria une raffinerie de 8 milliards de dollars parce que le Nigeria était le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, mais aussi le plus grand importateur de son propre pétrole qu'on allait raffiner en Grande-Bretagne. Et lorsque le Nigeria voulait mettre une raffinerie, on disait il n'y a pas l'argent, parce qu'il fallait aller demander l'argent au même. Le Zimbabwe qu'on donnait pour mort a eu une raffinerie de platine. Le platine coûte plus cher que l'or. Sauf qu'il a fallu 10 milliards de dollars pour cette raffinerie. Tout financé par la Chine. Aujourd'hui, on nous dit « Ah, mais regardez, au Ghana, on vote et ça marche. » Le Ghana a eu 20 milliards de cash de la Chine pour redynamiser son économie. Ce n'est pas parce qu'on vote au Ghana que la situation est ce qu'elle est. C'est parce que le Ghana a profité de l'argent, du cash frais chinois, que le Ghana est ce qu'il est aujourd'hui. De la même chose, l'Angola. Tous ces pays qui ont reçu cette attention de la Chine sont sur la voie d'une croissance à 2 chiffres. Jean-Paul Pougala, est-ce que les thèses que vous défendez là, est-ce qu'il vous est permis, vous avez été invité par exemple par l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, pour des conférences, des séminaires? J'ai été invité par les étudiants de l'IRIC, mais pas par l'administration de l'IRIC. Les étudiants, vraiment, ils ont beaucoup fait pour que j'aille à l'IRIC. Mais ensuite, ils m'ont dit eux-mêmes qu'il y a souvent un problème entre ce que je soutiens comme thèse et ce que leurs enseignants enseignent depuis des années. Parce que, quelle est la thèse qui est enseignée partout en Afrique, pas seulement à l'IRIC? C'est que on a un modèle, c'est le modèle démocratique occidental, même pas occidental parce qu'il n'y a pas le modèle occidental, c'est le modèle français qu'il faut appliquer. Donc on enseigne le modèle français. Or moi, je conteste le modèle français comme étant un idéal à copier. Il y a des choses qu'on peut copier. Mais de là à faire que ce soit tout ce qu'il faut mettre au Cameroun, ou au Bénin ou au Togo, parce que l'ensemble des pays africains font exactement ce qui se passe en France. Je vais vous donner un exemple. Les vacances scolaires. Partout, les vacances scolaires se font lorsqu'il fait le plus chaud. Parce que lorsqu'il fait très chaud, on n'a pas la même concentration. Vous avez en Australie, on le fait lorsque c'est l'hiver en Europe, ils sont en vacances, les grandes vacances en Australie. Vous avez la même chose en Chine, mais en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On met les grandes vacances la même période parce que la France ou la Grande-Bretagne ont choisi cette période. Mais cette période, il fait chaud en France et ici, c'est la saison qu'on peut dire fraîche. C'est la saison où les enfants peuvent mieux emmagasiner. Nos vacances auraient dû être durant la saison sèche, le mois de décembre, janvier, février. Non, on fait du copier-coller. Lorsque j'étais élève au Cameroun, on se reposait le jeudi, on appelait le jeudi des jeunes. Parce qu'en France, le jeudi était le jeudi de repos. Lorsque la France est passée de jeudi à mercredi, nous avons aussi copié, on a mis mercredi, mais on ne s'est pas posé la question. Pourquoi avant ils avaient mis jeudi? Pourquoi ont-ils mis mercredi? Non, peu importe, parce que ça vient de France, c'est que c'est bien. Dès lors qu'on a la conception que nous sommes en bas, parce que la carte de l'Afrique est en bas, et que l'Europe est en haut de nous, ça envahit, on intériorise la soumission. Donc on est dans une conception d'un modèle d'éducation qui situe l'Afrique
dans un contexte d'asservissement. Donc nous avons intériorisé un modèle éducatif qui fait de nous quelqu'un qui doit juste copier ce que l'autre a décidé, notamment les vacances, notamment les ouvrages scolaires, quand bien même, comme dans le cas de la carte du monde, on nous met, on dit, le nord du monde et nous serions le sud du monde. Je conteste. Et c'est dommage que ce soit nos enseignants qui disent que nous sommes le sud du monde, parce que si on est rationnel et qu'on doit diviser le monde, on le divise au niveau de l'équateur en deux. Les pays au nord de l'équateur sont les pays du nord et les pays au sud de l'équateur sont les pays du sud. Ainsi, le Cameroun, qui est entièrement au-dessus de l'équateur, est un pays du nord et non un pays du sud. Mais comme on a voulu nous mettre dans le mot sud la pauvreté, le sous-développement, tout ce qui est négatif, donc on nous a mis tous dans un paquet négatif qu'on appelle sud. Est-ce que vous allez poursuivre vos cours au Cameroun, en Afrique? Est-ce qu'il y a des projets en cours, à part l'ISMA? Oui, à part l'ISMA, je dois enseigner à des académies militaires dans des pays que je ne cite pas pour des raisons que vous pouvez imaginer. Mais à part ISMA, on a par exemple l'université de Tchang qui a déjà pris les dispositions pour que je puisse enseigner cette matière à l'université de Tchang. Voilà, donc ça c'est... L'académie militaire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des pays, des ministères de la Défense qui vous ont contacté. Parce que le vrai problème, c'est que vous regardez un peu ce qui se passe au Mali. On dit il y a des rebelles qui partent du nord, il y a des militaires, on ne sait pas s'il y a des militaires. C'est parce que pour défendre une terre, il faut l'aimer. Or, comment aimer une terre si tout ce que vous lisez autour de vous disent qu'il n'y a aucun motif pour aimer cette terre? Donc il faut commencer même par ces gens qui sont chargés de la sécurité du pays, pour leur donner les éléments qui vont faire qu'ils aient le patriotisme. Parce que la sécurité d'une nation vient du fait que les citoyens de cette nation peuvent aimer. Il faut qu'ils aient des éléments pour comprendre pourquoi ils doivent aimer leur terre. Dès lors qu'ils comprennent qu'ils ont une richesse, qu'ils sont assis sur la richesse, contrairement à ce qu'on veut leur faire croire, donc en ce moment ils sont préparés pour protéger la richesse. Or, lorsqu'on nous dit qu'on est pauvre, qu'on n'a rien, que voulez-vous qu'un militaire défende? Lorsqu'on lui dit qu'il n'y a rien, mais il n'a rien à défendre, alors qu'il y a. Donc, à commencer par la... Donc vous avez été contacté par le ministère de la Défense? Oui, absolument, absolument. Au Cameroun, est-ce que vous êtes prêt à dispenser les cours pareils? Je n'ai pas encore été... je n'ai pas encore eu le contact avec les autorités camerounaises là-dessus. Bon, mais si c'est mon pays après tout, le Cameroun. La preuve, j'enseigne dans une université camerounaise. La preuve, c'est que c'est une bataille qui n'est pas une bataille de personnes, ce n'est pas une bataille même du Cameroun en tant que pays, c'est une démarche africaine. Parce que, encore une fois, il faut qu'on se rende compte que le mensonge qui a été... je donne l'exemple. Les Maliens qui se mettent en rang pour demander le visa pour aller en France, ils ne savent pas que leur pays, la dimension de leur pays, c'est le double de la France. Ça, ils ne le savent pas. Si vous regardez la carte du monde, le Sénégal semble plus petit que la Belgique. La Belgique, c'est 32 000 km². Le Sénégal, 374 000 km². Il y a ces anomalies qu'il faut déjà enseigner à nos personnes, qu'ils soient des enseignants que des personnes de sécurité. Parce que, comme je le répète, on ne peut pas suffisamment défendre une terre qu'on n'aime pas. Donc mon rôle, c'est de chercher de déconstruire le mensonge qui a été raconté pour donner des éléments qui prouvent qu'on doit aimer notre terre parce qu'on a tout chez nous. Le paradis, c'est chez nous et non ailleurs. Alors, revenons un peu sur l'actualité africaine parce que on était en train d'en parler. Vous avez dit pour la Libye, c'est un sujet que vous n'aimez pas beaucoup évoquer parce que le colonel Kadhafi a connu une fin tragique. Pour vous, quelles sont les véritables raisons de sa chute? Vous l'avez théorisé, vous avez beaucoup écrit là-dessus. Oui, j'ai beaucoup écrit. Il faut se rendre compte que de tous les chefs d'État vivants sur le continent africain, c'est le seul chef d'État qui avait son nom dans les rues dans des pays africains.
nom d'avenue. Si vous allez au Burkina Faso, vous avez avenue Kadhafi pendant son vivant. C'est le seul chef d'État qui avait des rues en son nom durant son vivant dans des pays, pas en Libye. Je ne parle pas de la Libye, dans les pays africains. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on peut croire à la démocratie, c'est que ces pays ont été convaincus qu'il avait droit à une avenue malgré qu'il était vivant. Pendant que chez nous, on a avenue Giscard d'Estaing, lorsque Giscard d'Estaing n'a même pas une ruelle dans son propre pays, la France. Vous allez en Côte d'Ivoire, l'avenue, les grandes avenues, c'est des avenues qui sont dédiées à des personnes. Et surtout même au Cameroun, vous avez lycée Josse, lycée Leclerc, tout ça. Ce sont tous des militaires qui étaient là pour nous mater. Tous pour nous mater. C'est eux qui ont le nom d'avenue. Donc, M. Kadhafi était un peu comme... Il y a un Camerounais que j'ai connu, très fabuleux, que c'est... Pendant qu'il fait les grandes choses, on ne voit pas. Parce que souvent, ça ne correspond pas à des intérêts d'autres personnes. C'est le professeur Kouman Doumbé. Je suis allé trouver ce monsieur chez lui à Bonabéry. J'arrive chez lui, il me présente des documents historiques. Il a une bibliothèque à la disposition de tout un quartier. Il avait chez lui des jeunes du monde entier venus découvrir la connaissance. Mais les Camerounais ne sont même pas au courant qu'un tel monsieur existe. Moi, je dis que c'est un monsieur qui aurait dû avoir le nom d'une avenue et non Giscard d'Estaing, par exemple. De la même manière, Kadhafi. Ce que Kadhafi a fait pour l'Afrique, il mérite que beaucoup de pays lui aient donné tout cet espace. Alors, revenons. On l'a aussi accusé de vouloir déstabiliser beaucoup de pays africains, mais de l'avoir fait. Oui, bon, vous savez, ces gens qui étaient contre lui avaient trouvé tous les éléments. Aujourd'hui, on raconte un mensonge que ce sont les combattants de Kadhafi qui déstabilisent le Mali. C'est un gros mensonge parce que les islamistes en Libye combattaient Kadhafi. Les islamistes qui venaient de l'Afghanistan, c'est ceux-là à qui la France a donné les armes. C'est avec les mêmes armes qu'aujourd'hui, ils combattent au nord. Ils ne combattent plus puisqu'ils ont tout pris. Au nord du Mali. Alors, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire, pathétique même, que pendant que la souveraineté du Mali était menacée, on a tout un cirque d'un groupe appelé CEDEAO qui est plus préoccupé de dire que l'ordre constitutionnel sera rétabli. Mais un pays qui n'existe plus, on est plus préoccupé de l'ordre constitutionnel plutôt que de dire qu'est-ce qu'on fait des militaires, de ces gens qui ont pris plus de la moitié du pays. Parce que, qu'est-ce qui se passe au Mali? On a exactement l'épilogue de la crise ivoirienne. Dès lors que l'Union africaine a pris les dispositions pour dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui avait gagné les élections, puisque les observateurs de l'Union africaine, c'est ce qu'ils avaient donné comme résultat, comme conclusion. Ensuite, c'est la même Union africaine, après le voyage de Zuma à Paris, qui change. Voilà un groupe rebelle qui part du nord du pays, qui mène une activité de rébellion, de conquête des territoires, jusque presque la capitale. Et l'Union africaine n'a jamais fait ce qu'elle aurait dû faire dans ce problème. Lorsqu'on valide des rebelles, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est l'épilogue. Comment peut-on aujourd'hui critiquer les rebelles Touaregs si M. Ouattara est assis à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, à travers une rébellion qui est venue du Nord, avec un pays qui était coupé en deux pendant les élections, avec un groupe qui était armé aux élections. Pour vous, c'est la théorie des dominos. Ce qu'on a accepté d'un côté est en train de se répéter de l'autre. Mais j'avais dit dans mon article sur la Côte d'Ivoire, si l'Union africaine ne met pas de rigueur dans son comportement pour gérer la crise ivoirienne, à qui le tour demain? Alors, pour revenir sur le cas de M. Kadhafi, juste mieux, le temps que je retrouve mes notes. Voilà. Alors, on était en train de parler de certains dirigeants africains. On n'a pas vu qu'il y avait une très forte mobilisation contre l'intervention occidentale en Libye. Il y a eu, bien sûr, quelques réticences
mais ça n'a pas porté le fruit. Là maintenant, on voit qu'il y a le Mali qui est complètement déstabilisé, la chute du président Toumani Touré, qui lui avait très vite dit que cette affaire libyenne-là allait créer des troubles dans toute la région. Est-ce que finalement, en déstabilisant Kadhafi, l'Occident n'a pas créé donc la future des organisations complètes de toute la bande du Sahel? Je reviens à dire, l'Occident a été myope dans la gestion, je l'ai dit, dans plusieurs interventions même à l'Union européenne. Ils ont fait tout faux pour s'y regarder les relations avec l'Afrique. Je m'explique. Dans le cas de la Libye, ils ont vu qu'ils devaient, à travers ça, occuper un territoire qui a du pétrole et que ce pétrole a alimenté l'Europe, où ils se sont trompés. Ils se sont trompés que, avec ça, ils ont fait créer le G2. Lorsque M. Obama vient au pouvoir, il va, durant sa première visite en Chine, il propose aux Chinois de créer le G2, un groupe de deux pour gouverner le monde. Le président Hu Jintao répond à M. Obama que nous, Chinois, avons une vision différente du monde que celle que vous avez. Pour vous, les bombes, c'est la solution à tous les problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. Pour nous, les Chinois, les bombes, c'est la preuve de l'échec de l'intelligence humaine. C'est ce que M. Hu Jintao répond à M. Obama pour expliquer pourquoi il refuse ce directoire du monde États-Unis-Chine. Lorsqu'ils vont en Libye, ils mentent en Libye. Je l'avais dit l'autre fois à votre émission, c'est qu'ils pouvaient nous mentir. Mais dès lors qu'ils ont d'autres grandes puissances qui les observent, ils ne sont pas demandés quel aurait été le comportement des autres pays. Et ils ont poussé la Chine et la Russie à s'unir et former le fameux G2. Les deux pays se sont mis d'accord. Ils ont dit, à partir de ce qui s'est passé en Libye, il faut se préparer pour que ces belliqueux ne menacent pas la stabilité du monde. En Côte d'Ivoire et en Libye, les Européens ont expérimenté une technique qui est une technique de vous asphyxier financièrement. Donc, on dit, on gèle vos comptes, on fait ceci. Ce G2 a fait en sorte que les échanges aujourd'hui entre la Russie et la Chine ne se font plus en dollars. Ils sont en train de remplacer le dollar. Le plus grave n'a pas été que la Russie et la Chine décident d'utiliser la monnaie chinoise dans les échanges. C'est lorsque le Japon, allié des États-Unis, décide de se passer du dollar désormais dans ses échanges avec la Chine. Donc, ce G2 a décidé que le dollar ne sera plus la monnaie de référence au niveau international et on est en train de balayer le dollar. Ils ont décidé qu'aux Nations Unies, ils vont toujours se concerter sur tous les grands sujets et on voit dans le cas de la Syrie qu'ils ont posé un double veto, pas un veto. Un seul veto aurait suffi, mais ils ont mis un double veto. C'était comme de la gifle donnée à ceux qui avaient utilisé de mensonges pour aller en Libye. Donc, troisième élément, à cause de la guerre en Libye, ils croyaient aller voler 100 de pétrole et ils vont payer cher 1000 de gaz russe parce que la Russie est dans une consommation avec l'Algérie qui fait qu'ils contrôlent près de 70% du gaz qui va en Europe, dans la plupart des pays européens. En contrôlant 70% des gaz, la guerre en Libye ayant rapproché la Chine et la Russie a fait que ils sont en train de construire à l'heure actuelle des pipelines pour faire que la Chine devient désormais le premier client de la Russie. Ils ont versé cash 100 milliards de dollars à la Russie afin que la Russie soit capable de se passer de son client européen. Donc désormais, soit pour le gaz que pour le pétrole, la Chine devient, ce n'est plus l'Europe le premier pays. Donc ils ont fait un contrat pendant 30 ans. Pendant 30 ans, chaque hiver, la Russie peut fermer le robinet
et prétendre n'importe quel prix, l'Europe n'aura pas de choix. Ils étaient en train de faire ce qu'ils appelaient Nabucco. Nabucco, c'est, ils cherchaient à contourner le monopole russe de ce gaz. Pendant qu'ils s'occupaient en Libye, la Russie est allée convaincre tous les pays qui auraient dû faire passer, il y a cet oléoduc qui aurait dû passer par la Turquie, convaincre tous ces pays de ne rien donner. Donc aujourd'hui, ils peuvent le construire, mais ce sera un pipeline qui sera vide, un gazoduc vide, parce qu'ils n'auront pas de gaz qui va passer à l'intérieur. Donc, ils sont allés prendre le pétrole libyen gratuitement, ils se sont retrouvés qu'ils vont payer beaucoup plus cher un élément beaucoup plus stratégique qui est le gaz. D'accord. Double erreur dans la guerre libyenne. On a vu qu'il y a une bonne partie donc, de la zone sahélo-sahélienne qui est déstabilisée. Est-ce que, géostratégiquement, la chute de Kadhafi peut avoir un impact sur un pays comme le Cameroun? Absolument. Parce que l'impact, la déstabilisation, encore une fois, elle est très orchestrée. Elle est très ordonnée. Et ça vient d'eux-mêmes. Ce que je soutiens, c'est quoi? C'est que les économistes, les stratèges occidentaux, ils n'ont pas compris une chose. C'est que c'est inutile. Déstabiliser l'Afrique est pratiquement inutile. Je vous dis pourquoi c'est inutile. Les Américains ont passé ils ont commencé la guerre, c'était en 2003. Ils sont encore ils vont quitter l'Irak. Donc on a passé pratiquement de 2003 à 2012, on a passé pratiquement 10 ans de guerre. 5 000 morts, 3 000 milliards de dollars en Irak. Quel était l'objectif de départ? L'objectif caché était de s'approprier des reconstructions en Irak pour les entreprises américaines. Sauf que qu'est-ce qu'ils découvrent aujourd'hui? Que la moitié des entreprises chargées de la reconstruction de l'Irak sont les entreprises chinoises. Pourquoi? Parce que la géostratégie chinoise fait qu'ils vont acheter à la bourse ces entreprises qui ont ces marchés-là. On a un autre cas qui est très évident au niveau du Cameroun. Pendant des années, on a dit que le Cameroun avait le gaz à Kribi. Mais les Français nous ont dit que ce gaz n'était pas rentable dans l'exploitation. Et puis arrivent les Chinois et nous disent que ce gaz est exploitable. Et de nouveau, les Français viennent dire « Ah non, c'est nous qui avions vu les premiers. » Ok. Les Chinois disent « Donnez-le » et les dirigeants camerounais donnent aux Français. Mais ce que les Français n'ont pas compris au moment où ils gagnaient le marché de gaz au Cameroun, c'est que la Chine avait déjà prévu de faire ce qu'ils ont fait un an après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine a acheté tout le département exploration de Gaz de France. Gaz de France Exploration, aujourd'hui, est chinoise, la société Gaz de France. Mais c'est un sujet tabou en France, parce qu'il ne faut pas trahir que la grandeur de la France est mise à mal aujourd'hui par la Chine, parce que les Chinois, ils ont 4 fonds souverains. Par exemple, le fonds CIC, c'est un fonds qui a 400 milliards de cash pour tuer les entreprises européennes qui ne veulent plus que ça reste debout et pour acheter celles qu'ils veulent tenir debout. Et avec un tel pactole, il n'y a aucune entreprise qui peut résister. Un autre exemple, Total. Lorsqu'on va faire les guerres déstabiliser, c'est parce qu'on veut faire gagner des entreprises comme Total. Mais aujourd'hui, la Chine est au capital de Total. Pas parce qu'elle veut s'accaparer de Total, parce qu'elle veut être présente au conseil d'administration de Total. Donc lorsqu'on discute au conseil d'administration de Total de dire que la France nous a fait l'avantage de donner tel marché, ce sont les Chinois qui sont là. Ils sont au conseil d'administration de Total. Ça, c'est une autre information qui est arrivée ces jours-ci, qui n'est pas reprise par les journaux français. Pas ça encore une fois, ça met à mal l'image d'une prétendue grande France. Lorsque j'ai lu par exemple le programme du Parti Socialiste, ils ont une sorte de think tank qui s'appelle Terra Nova. Ils ont fait tout un document sur ce que M. Hollande va faire en Afrique. Mais lorsque vous le lisez, un document d'environ 20 pages, vous vous dites, mais ces gens, ils n'ont toujours rien compris.
Vous demandez, mais est-ce que ce sont ces gens qui nous ont colonisés 77 ans? Ça vous étonne. Mais on a vraiment dormi et ronflé pour que ce soit eux qui nous aient tenus 77 ans. Allez lire le document. Ça s'appelle, ce qui s'appelle Terra Nova. Alors ils disent, dans ce document par exemple, il faut que la France en Afrique reprenne sa place. Il faut que la France bloque la Chine. Attention, la Chine, la France, elle est en France. Elle est dans Total. Elle est dans Gaz de France. Elle est dans Orange. La Chine a acheté tout Orange en Autriche. Et elle est en train d'avancer comme cela dans le territoire européen. Ils ne voient pas ça. Parce qu'aller déstabiliser un pays parce qu'on croit que après il y a une entreprise qui va gagner le marché, alors que vous avez la Chine qui est là pour attendre le magot, parce que lorsque vous aurez fini la guerre, comme on a fait en Irak, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a de l'argent, comme le système, ce qu'on a vu là tout à l'heure, quand j'ai dit le Katika. La Chine est devenue le Katika. Elle a compris le jeu. C'est le Njambo qui sont en train de jouer, elle a bien étudié, et avec ces 400 milliards qu'un fonds, ils ont 4 fonds de souverains, dans le CIC, c'est un exemple que je vous ai donné, ils ont, avec ces 400 milliards, ils sont capables de dire aujourd'hui à la bourse, on achète ceci, on achète là. Alors, parlons un peu de la Chine, parce qu'elle est au centre de votre... Vous avez vécu en Chine, vous avez construit, établi une usine en Chine. Oui. On voit que la Chine investit à tour de bras, mais elle impose non seulement ses entreprises pour construire, sa main-d'œuvre. Et une fois que l'ouvrage est construit, ce sont encore les Chinois qui viennent faire la maintenance et qui restent d'ailleurs dans les pays. Est-ce que finalement, eux-mêmes ne sont pas en train de nous berner? Parce que c'est vrai, on a besoin d'infrastructures, ils nous prêtent de l'argent, ils construisent, mais ils font tout. La main-d'œuvre locale n'est pas employée ou très sous-employée. Alors, ceux qui disent que la Chine fait ces choses, c'est des gens qui ne sont pas au cœur de l'information des relations entre l'Afrique et la Chine. Je vais rappeler que c'est nous les Africains qui, dans les relations, parce qu'on a un forum Chine-Afrique qui se passe à Pékin, qui parle de la politique. On a un autre forum qui se passe à Addis Abeba qui parle de l'économie. C'est nous les Africains qui, pour contourner les abus des Occidentaux en Afrique, qui avons prétendu d'avoir l'œuvre complétée dans le meilleur délai. Quelle est la situation aujourd'hui? C'est que lorsque vous donnez un tronçon de route ou un immeuble à une entreprise européenne, cette entreprise européenne, si c'était un immeuble de 10 étages, lorsqu'elle fait 5 étages, elle dit l'argent est fini. Je m'étais trompé. Il faut une rallonge. Mais quand vous l'avez choisi dans l'appel d'offres, vous avez tenu compte qu'elle était peut-être la moins chère. Ça, c'est le système. En ce moment, vous êtes obligé de voter un nouveau budget. Et lorsqu'elle arrive au 7e étage, elle dit « j'ai encore besoin, rallonge ». L'œuvre qui était prévue d'être livrée après 3 ans va durer 15 ans, 20 ans. À la fin, on oublie même pourquoi on voulait l'œuvre. Avec les Chinois, on ne veut plus de ça. On veut, lorsqu'on veut une œuvre, que cette œuvre soit terminée. Pour éviter que, pour faire la route, qu'il y ait le sous-préfet qui veut sa fille dans la société, qui est le chef traditionnel qui veut qu'on recrute sa société, nous, on veut l'œuvre terminée. Les Chinois ont un problème en Afrique, ils l'ont désormais fait savoir aux Africains, ils ont un problème de main-d'œuvre spécialisée. Parce que nous n'avons pas formé suffisamment de main-d'œuvre spécialisée. Quel problème ils ont? C'est parce que la Chine, en se développant plus, toujours moins de Chinois acceptent de venir en Afrique. Parce que lorsqu'ils viennent en Afrique, vous avez vu les contraintes. Les ingénieurs chinois dorment dans des conteneurs. Nous avons épousé les comportements rentiers des Occidentaux. Un ingénieur camerounais va sur un chantier en cravate. L'ingénieur chinois dort sur le chantier avec les autres travailleurs. Lorsque vous passez, ils travaillent 24 heures sur 24. Ce que nous ne sommes pas habitués à faire. Donc, est-ce que la priorité, c'est que nous ayons cette œuvre vite?
pour faire ce que c'est destiné à faire, ou bien qu'on ait quelques manœuvres camerounais ou africains qui travaillent dedans. Non, la priorité c'est qu'on ait l'œuvre. Si on fait un hôpital, et vous avez dit tout à l'heure, ils ne partent pas. Ce n'est pas vrai. C'était vrai dans le cas des Occidentaux. Si vous remarquez, que ce soit au Gabon, au Bénin, les entreprises de construction de routes, c'est des entreprises qui sont là depuis l'époque coloniale. C'est depuis l'indépendance qu'on a les mêmes entreprises européennes qui ne sont jamais parties. Le maire Fouda disait, on m'accuse de ne pas avoir de route à Yaoundé. Ce sont des entreprises qui se mettent d'accord. Il appelait 1 milliard. Tout lui demandait 1 milliard par kilomètre de route. Il dit, mais à ce chiffre-là, je ne vais jamais avoir de route à Yaoundé. J'attire votre attention sur le montant qu'on a dépensé avec ces entreprises occidentales pour faire ce qu'on appelait l'axe lourd, Douala-Yaoundé. Allez comparer avec ce que le montant que la Chine va faire au Cameroun, Douala-Autoroute à 3 voies, Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bamenda, Bamenda-Douala. Vous comprenez que tous ceux qui veulent nous dire que les Chinois, ils ne recrutent pas, pour nous l'intérêt c'est qu'on n'ait plus des morts sur les routes. Ce qu'on nous donne, ces œuvres vite, afin qu'on réduise le nombre de morts sur les routes. Mais on a quand même l'impression, docteur Bougala, qu'il y a des accords nébuleux que nous, dirigeants, signent avec les Occidentaux. On sait toujours ce que les Chinois vont apporter en termes de financement, en termes d'investissement, mais on ne sait pas ce que nos dirigeants signent en échange. Chaque fois que nos dirigeants vont en Chine, après on assiste à une arrivée massive de Chinois. Ils ont des droits commerciaux, ils doivent certainement bénéficier des exemptions. Vous-même, vous êtes allé implanter une usine en Chine, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de réciprocité. Il n'y avait pas de possibilité pour un Camerounais d'aller implanter une usine en Chine. Pourtant, ils ont la capacité de venir nous voilà. J'ajoute ce que vous dites. En Chine, lorsque j'ai créé la société, je me suis rendu compte, j'ai mis 5 ans pour vendre le moins de produits aux Chinois. Pourquoi? Parce que dans les textes, les Chinois ne disent pas qu'ils font tout pour freiner ceux qui arrivent, les étrangers. Vous croyez que vous allez en Chine parce que vous allez vendre à 1,3 milliard de Chinois. Lorsque vous arrivez en Chine, lorsque vous avez commencé à produire, vous vous rendez compte qu'on est en train de vous orienter pour réexploiter dans votre pays d'origine. Ou bien, dans ce cas, je venais d'Italie. Parce qu'à un moment donné, les Chinois, ils protègent les intérêts des Chinois. Ils n'ont pas voulu que les Occidentaux se déferlent sur leur marché. Donc, ils ont fait en sorte qu'il y ait l'espace pour les Chinois de grandir lentement, plutôt que de se faire écraser par de grandes multinationales qui existent depuis 200 à 300 ans dans des pays occidentaux. Voilà, donc c'est souvent des règles non écrites qui font que vous commencez à produire et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vendre. Donc, dans ce cas, je devais vendre des produits de détergence, donc des produits chimiques à partir desquels on faisait des détergents. Même pour la ménagère chinoise, parce que vous devez passer par un grossiste. Le grossiste, c'est une entreprise publique chinoise qui vous demande... Alors, en Chine, pour vendre au public, vous devez avoir les reçus, les tickets de reçus que l'État vous donne. Donc, si vous vendez pour 100, l'État vous donne un bloc de reçus que lorsque vous vendez, vous devez donner. Vous ne donnez pas la facture, comme dans notre système. Vous donnez ces reçus-là. Donc, dès lors que l'État ne vous donne pas le bloc de reçus, c'est là qu'il vous bloque. Mais il ne vous le dit pas au début. Donc, à ce niveau, j'ai dit, c'est à chaque pays de savoir protéger ses intérêts, de savoir protéger ses citoyens. Donc, à ce niveau-là, moi, ce que je dis par rapport à la Chine, c'est que l'Afrique n'a jamais eu d'alliés. Les États-Unis et l'Europe sont des alliés. Ils ne se critiquent jamais. Donc, c'est des alliés bien soudés. Pour une fois, nous avons un pays qui nous propose l'alliance. Pendant ce temps, les Européens vont en Chine dire que nous ne pouvons pas être des alliés fidèles. Ils nous connaissent bien. Dès lors que nous commençons à poser la question, est-ce qu'il faut faire ceci avec la Chine? On confirme ce que les Européens vont dire de nous en Chine. Lorsqu'ils cherchent à décourager les Chinois de venir investir en Afrique. On a des pays qui n'ont pas bénéficié de l'argent du FMI
à la raison qu'ils ont reçu des financements chinois. Donc, bah alors, ça n'empêche quand même que les Chinois, ils sont très présents ici. Là, on voit par exemple à Akwa, un quartier de Douala, pour ceux qui sont en train de nous regarder à l'étranger, parce que je reçois beaucoup de mails qui viennent de l'étranger. Oui. Il y a beaucoup d'étrangers qui envoient des mails. On voit par exemple qu'il y a des immeubles qui sont construits par des Chinois, et de plus en plus, il y a certaines rues de Akwa, en plein centre de la ville, qui se shanghaïsent, hein, comme ça va devenir une sorte de Shanghai et autres. Mais ces Chinois ne s'intègrent pas, ils ne se mélangent pas à la population. Sur le même coup, on voit bien que tout ce qui concerne la microéconomie, même on a parlé des femmes qui brassent de poissons, qui vendent des beignets, on voit bien que les Chinois font concurrence aux petits artisans locaux. Est-ce que tout cela n'est pas finalement négatif aussi pour nos économies? Non, non. Dans une lecture géostratégique, j'ai toujours retenu que la chose la plus positive pour les Africains a été ces Chinois qui vendent les beignets. Comment ça? On nous a convaincus qu'il n'y avait que les Noirs qui étaient des pauvres. Les Africains ne savent pas qu'il y a des sans domicile fixe en France. Les images des misères en Occident, nous ne les avons pas. On nous a fait croire que nous étions des maudits et qu'il n'y avait que nous qui étions pauvres. Parce que l'Africain voit un Chinois, une puissance, dont le citoyen d'une puissance, aller se retrousser les manches, vendre un produit humble qu'on peut appeler les beignets. Ça tourne dans sa tête. On ne pourra plus venir nous dire que nous sommes les seuls démunis de la terre. Deuxième élément, on nous a fait croire que celui qui vient nous donner un coup de main n'a pas de problème. Les Africains qui savent qu'il y a l'autoroute que les Chinois vont construire, il y a le port en eau profonde de Kribi, en même temps qu'ils voient les mêmes Chinois vendre les beignets, il n'y aura plus cette construction mentale que nous avons eue avec les Occidentaux, que tout ce qu'ils disent, ils ont raison. Donc nous apprenons à relativiser le poids de la Chine, l'image de la Chine. Donc pour moi, dans une construction mentale, ces images de ces Chinois qui vendent les beignets, pour moi, c'est la chose la plus positive qu'il y a. Parce que ça nous aide même. Mais ça n'intègre pas. Dans la non, même les Européens en Afrique ne sont jamais intégrés. Ça a toujours été l'apartheid. Ça a toujours été l'apartheid. La différence, c'est que ces Chinois habitent les mêmes quartiers que nous. Les Européens n'ont jamais habité les mêmes quartiers que nous. Les Chinois habitent les mêmes quartiers que nous. L'intégration, c'est quoi? Ils habitent avec nous. J'ai même dit, ils dorment même dans les conteneurs. Et lorsqu'on dit que intégrer, il faut se dire une chose, les Chinois, l'erreur que les Africains sont en train de commettre, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de lier les Chinois avec une tête occidentale. Moi-même, j'ai passé 12 à 14 ans en Chine pour comprendre le modèle dans lequel je vivais, que être au Cameroun ou être à Paris ou à Washington, c'est exactement la même chose. Parce que c'est la même école de pensée. Donc il faut que les Africains fassent un effort de comprendre les Chinois. Les Chinois, c'est des gens qui ont une idéologie de Confucius. Donc, il faut qu'on fasse l'effort. Dès lors que nous avons lu Voltaire, qu'on a lu Rousseau, qu'on a lu Kant, que nous prenions le temps de lire Confucius, on comprendra que pour l'État chinois, lorsque vous épousez par exemple un étranger, parce qu'ils ont eu à subir les étrangers, dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans le cas du Sénégal, on a 3 chefs d'État qui ont eu 3 premières dames françaises. Vous n'aurez jamais ça en Chine. Parce que dans ce qu'ils ont subi, ils ont toujours un décalage par rapport. Ils se disent, il faut d'abord qu'on soit fort. Le fait de complètement s'ouvrir pour eux, c'est vu comme une faiblesse. Comme une faiblesse. Donc, il faut apprendre à lire les Chinois, à les comprendre. Il y a Philippe qui est en Suède qui dit que vous faites partie d'un lobby chinois financé par le CCP, oui. Ça va être le Parti communiste, hein, qui fait l'apologie de la Chine. Il est sûr que vous allez bientôt nous dire que la Chine est la meilleure démocratie. Il dit qu'un Camerounais patriotique ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Camerounais qualifiés pour travailler dans les chantiers chinois au Cameroun. Donc, pour vous, cette émission, c'est un public reportage de la Chine. Oui.
Lorsque je suis venu faire mon stage à l'ONCPB, que je vous rappelais la dernière fois, j'ai été accusé de faire partie des services secrets italiens. Lorsque je parle de la Chine, je suis accusé, il y a des gens qui disent que je fais partie des services secrets chinois. Ceux qui disent ça ne savent pas comment se comportent les services secrets. Les services secrets, par définition, c'est des gens qui ne se font pas voir. C'est des gens qui ne se manifestent pas. Ils sont dans l'ombre. Oui, mais vous utilisez les gens comme vous pour venir faire la propagande de leur pays. Ceux qui connaissent mon histoire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, savent que je n'ai pas besoin aujourd'hui. Pourquoi? Pour l'argent? Je suis un entrepreneur. Pour la gloire? Et non. Tous les Africains qui me suivent aujourd'hui sont pour moi un motif de satisfaction. J'ai lancé une initiative appelée Afrique 2021. Je suis convaincu que nous pouvons être la 3e puissance du monde en 2021. Dans 9 ans? Oui, dans 9 ans. J'avais commencé ça l'année dernière. En faisant quoi? En faisant, par exemple, j'ai l'adhésion, à commencer par des Africains, comme celui qui a écrit en Suède, qui dit « Je veux faire partie de ce projet ». Qui fait que quoi? L'Afrique doit avoir la devise. Jusqu'à maintenant, tous les Africains dehors pensent qu'est-ce qu'on va exporter, envoyer au Cameroun. Nous devons penser qu'est-ce qui va sortir d'Afrique avec une plus-value. Tous les Africains, où qu'ils soient, doivent être des points de relais des initiatives de production de richesses qui doivent se passer sur le continent africain. Donc on a déjà beaucoup d'adhésion par rapport à ce projet. Bon. Sur le plan purement pratique, j'ai fini les cours demain, je suis sur le terrain parce que j'ai élaboré une théorie de développement économique qui part des erreurs du système que nous avons eu jusqu'à maintenant pour partir de notre tradition qui prend en charge tout le monde. Et comment nos villages peuvent créer la richesse. Comment nos villages peuvent créer la richesse. Ça, c'est le défi pour moi. Il s'avère que j'ai vécu dans 4 continents. En vivant dans 4 continents, j'ai fait 24 ans en Italie. J'étais entrepreneur en Italie comme entrepreneur en Chine. Donc, pendant des années, j'ai présenté dans le monde des produits italiens, des made in Italy comme on dit. J'ai fait la propagande de l'Italie parce que j'étais un entrepreneur. On aurait pu m'accuser que j'étais mais moi en tant qu'Africain, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut être utile à l'Afrique? De tout ce que j'ai vu dans le monde, je constate que le modèle européen, j'ai dit, il n'a pas de démocratie. J'ai dit, la démocratie n'existe pas. On nous a menti. Les pays qui se disent démocratiques ne le sont pas parce que la démocratie, c'est un idéal. C'est un processus. Lorsqu'un pays dit qu'il l'a déjà, il est en train de mentir. Voilà, donc c'est un processus. Et chaque peuple décide le modèle qu'il veut pour la gestion de son pays. J'appelle celui qui a écrit de Suède à réfléchir sur une chose. Si la démocratie était si utile à la Chine, est-ce que les Occidentaux se battraient pour l'exporter en Chine, pour qu'elle soit encore plus puissante? C'est toute la question que je lui pose de réfléchir. Si cette démocratie devait rendre la Chine encore plus puissante, nous avons aujourd'hui en Italie 20 entrepreneurs qui se suicident par jour, 20 industriels, à cause du bras de fer avec la Chine. Et pendant ce temps, eux, ils insistent qu'il faut que la Chine ait la démocratie. Et on croit que c'est pour le bien des Chinois. Alors qu'ils sont en train de souffrir parce que la désertification industrielle en Europe est d'abord le fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, de quelqu'un, d'un nouveau Katika qui est arrivé. Et celui qui dit que je fais partie d'un lobby, lorsque, j'ai dit tout à l'heure, les régions françaises qui ont des bureaux de relais, qui sont là pour vanter, pour que les Chinois aillent chez eux. De la même manière, des Africains comme moi, je le fais exactement le même lobby, mais en sens inverse. C'est-à-dire que depuis des années, je réalisais des rapports pour convaincre les Chinois que ça leur convient de mettre leur argent en Afrique et non ailleurs.
C'est un travail que je l'ai fait tout à fait gratuitement, en utilisant la structure de ma propre société pour le faire. Je n'ai jamais reçu un seul rond d'un pays africain pour le faire, parce que je suis convaincu de ce que je fais. Tout à l'heure, on parle de géostratégie. Ce n'est pas parce que les autres ne comprennent pas les enjeux que je vais dire qu'ils n'ont pas fait assez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas seulement les enjeux. D'où ma décision de dire, dans le cas de la Libye, si vous regardez, mon article était l'un des rares qui allait à contre-courant de ce que la propagande occidentale déferlait sur les médias. Je dis, s'il y a un problème du genre, et je suis le seul, ce n'est quand même pas normal. Il faudrait former d'autres Africains pour qu'ils soient capables de prendre le relais. Ce n'est quand même pas normal, même parce que cet Africain, je le comprends. Parce que nous sommes dans un contexte où on n'est pas capable de percevoir nos propres intérêts. Mais alors, on parle de démocratie. Oui. Il y a eu quand même, sur le continent, il y a eu des avancées démocratiques, M. Pougala. Oui. Vous avez publié une tribune récemment reprise par certains médias au Sénégal, dans laquelle vous avez par exemple dit « Nous sommes tous contents que le peuple sénégalais ait mis fin à la dynastie Ouad, et je suis particulièrement content après la traîtrise de Ouad contre Kadhafi. Vous parlez de la démocratie sénégalaise, oui. On a vu ce changement. Oui. Vous avez écrit cette tribune. Première phrase, nous sommes tous contents de la fin de Ouad, le traître. Oui, parce que je vous ai dit, pour moi, je n'ai jamais accepté que 3 pays africains, le Nigeria, le Gabon et l'Afrique du Sud, aient voté aux Nations Unies d'aller bombarder un pays africain. Ça, c'est quelque chose pour moi que je ne comprends pas. Et ça explique encore la nécessité de réveiller les Africains. Monsieur Ouad est allé à Benghazi jouer le rôle qu'on lui avait assigné. Sauf que le peuple sénégalais se levait dès lors qu'il est retourné au pays. Ils ont manifesté et il est parti. On est content pour cela. Mais je ne veux pas tomber dans le piège de ceux qui nous parlent des démocraties. Encore une fois, c'est de la manipulation. Dès lors qu'on va dire que la démocratie est notre destination, notre idéal, c'est encore eux qui doivent venir nous expliquer ce qu'est la démocratie. Donc nous acceptons déjà une situation de soumission. Parce que nous entrons dans quelque chose où ils vont donner les bons et les mauvais points. Tant il est vrai qu'ils disent que le Sénégal, c'est l'exemple de démocratie en Afrique. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Question. Prenons le Sénégal, comparons avec notre pays. Est-ce que le fait de changer les gens au pouvoir a amélioré les conditions de vie des Sénégalais mieux qu'un autre pays voisin? Je ne veux pas aller trop loin. Non. Le Sénégal est le deuxième pays africain qui a le plus de ses enfants dehors, qui fuient la misère, après le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est le pays qui a plus... Mais le Cap-Vert, c'est un pays qui n'a pas 1 million d'habitants, donc on ne peut pas tellement citer le Cap-Vert. Le Sénégal est le pays qui a le plus de ses enfants dehors. Alors, à quoi ça sert de changer de président? Que ce que je dis, c'est juste un jeu de chaises. Vous préférez donc que le président fasse 35 ans de pouvoir? Non, non, je ne suis pas dans cette logique. Je suis dans la logique de dire qu'on nous a détourné, on nous a présenté l'agenda, on nous a donné de l'essentiel. Nous avons passé le temps à parler des élections. L'essentiel n'était pas là. L'essentiel était de nous poser la question sur le système lui-même. Sur le système. Ça ne sert à rien de faire un jeu de chaises dans un système qui ne va pas. C'est ce que je soutiens. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire 100 ans au pouvoir. C'est le système qu'il faut remettre en cause. C'est ce système de se copier-coller d'un système à bout de souffle là où on l'a créé. Un système à bout de souffle là où on l'a créé que je conteste. Donc ce n'est pas le fait de changer de président, ça va changer le système. Une question que je posais dans cette tribune-là, c'était est-ce que le nouveau président sénégalais va remettre en cause le franc CFA?
Parce que s'il remet en cause le franc CFA, en ce moment, se remettre en cause le système. Mais s'il vient, il dit le franc CFA m'arrange. Mais on a beau... J'ai été content parce que le traître de Kadhafi s'en est allé. Mais on est toujours au point de départ. Vous n'aimez pas beaucoup M. Ouad parce que vous avez dit l'histoire continentale africaine va retenir que M. Ouad est celui-là qui a mis les bâtons dans les roues de la Fédération africaine avec son célèbre plan Oméga, sorti du chapeau tout simplement pour barrer la route au plan que l'Algérie et l'Afrique du Sud avaient préparé pour un véritable décollage de l'économie africaine. La fusion des deux plans va faire naître une coquille vide dénommée NEPAD. Oui. Alors, au début, on a 2 pays africains qui prennent l'initiative, l'Afrique du Sud de Mbeki, et parce que M. Mbeki a été très actif dans la fédération, la fédération africaine. Donc, ils vont constater que les accords de Lagos sur la libre circulation des biens, ces accords n'ont pas été respectés. Alors, ils vont dire, il faut qu'on aille au-delà. Il faut que l'Afrique soit capable de manifester ses propres besoins. Parce que jusque-là, ce sont les autres qui nous disaient « Vous avez besoin d'un tronçon de route, vous avez besoin de ceci et de cela. » Or, M. Ouad va arriver, il va dire « Ah non, non, je ne suis pas d'accord. J'ai aussi mon propre plan. » Il a appelé ça plan Oméga. Qui va, si vous regardez le texte même du NEPAD, vous vous demandez est-ce que c'est des politiciens qui l'ont écrit ou non. Je vais vous donner un exemple. Dans ce texte, on dit qu'il faut qu'on donne le droit à la femme. On donne le droit à la femme. Mais le droit ne se donne pas. Si la femme n'a pas de droit, c'est que c'est quelqu'un qui l'a confisqué. Parce que le droit, par définition, il est naturel. On est avec le droit. Donc, si vous ne l'exercez pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous l'empêche. Donc, dans un texte comme celui-là, venir dire qu'on exhorte les pays à donner le droit à la femme, c'est un peu dubitatif. Alors, je voulais que l'on puisse aborder, pour terminer, le cas du Cameroun. On a l'impression que vous évitez souvent de trop parler du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des sujets politiques tabous qui vous gênent ici? Pourquoi vous ne parlez pas beaucoup du Cameroun? C'est pas que je ne veux pas parler du Cameroun, j'aime parler d'Afrique. Ok. Dès lors que des problèmes camerounais vont... Si vous voulez, on parle d'un problème ce soir. Biométrie. La biométrie. La biométrie, c'est un non-sens. Comment ça? J'ai, de la même manière que je vous explique, j'ai fait des rapports pour dire aux Chinois, de la même manière, j'ai fait des rapports. En 2006, lorsque les ministres de l'Intérieur africains se retrouvent à Sirte pour discuter de la libre circulation des personnes, j'ai fait une proposition que j'ai envoyée à tous les chefs d'État et de gouvernement africains, que j'ai envoyée ensuite à l'Union africaine. Que disait ma proposition? C'était d'attirer l'attention des gouvernements africains d'un piège dans lequel les Européens étaient en train de les mettre les uns après les autres. En quoi ça consiste? Vous allez dans plusieurs pays africains, vous allez voir, il y a des ONG qui viennent dire qu'ils informatisent les naissances. Donc on vous installe un système informatique qui n'est pas forcément compatible avec celui du voisin. Donc vous vous installez dans une logique de division pour très longtemps. Ma proposition consistait à dire que quoi? L'Afrique doit être capable de comptabiliser toutes ses naissances. Et j'avais proposé un système de codification qui fait que chaque pays africain a un code au début, la ville un autre code, le quartier, même où naît la personne, un code, si c'est un garçon ou une fille, un code, et le nombre de naissances dans cette journée-là, parce qu'il faut aussi la date dans tout ce code, pour que chaque Africain ait un seul code. Ça permettrait à tout Africain de quitter et d'aller partout, et qu'à tout moment on peut taper dans un ordinateur, retrouver ce code. Donc on est un système compatible. Dès lors qu'on identifie chaque citoyen, ça veut dire qu'on informatise les mairies. En ce moment, même les élections ne posent plus problème. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de venir avec deux cartes, puisque vous avez un seul code. Ça a été méconnu.
Et aujourd'hui, on nous parle de la bioéthique. J'ai vu que ça va coûter 20 milliards de francs CFA. 20 milliards de francs CFA pour prendre des données qui sont traitées dans un autre pays, hors d'Afrique. C'est-à-dire que quoi? Vous fournissez des données sensibles d'un pays à une entreprise privée dans un pays. Vous ne savez pas ce qu'on va faire de ces informations. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. En plus, ça vous coûte 20 milliards. Est-ce que vous savez qu'avec 20 milliards, on peut faire manger à la cantine tous les enfants de l'école maternelle au Cameroun? Des enfants pour qu'ils aient au moins un plat complet tous les jours à l'école. 20 milliards. Est-ce que vous savez qu'avec 20 milliards, on peut sortir tous les benskinaires de la route en donnant à chacun 1 million que va faire un projet? Non, on va le faire parce qu'on a dit qu'il y a la démocratie. Vous voyez le piège. On commence, on vous convainc de la démocratie, de la nécessité démocratique, sans vous dire ce que ça vous apporte en plus ou en moins. Dès lors que vous êtes dedans, vous marchez, vous êtes comme un aveugle, on vous tient la main. On vous dit, ah non, pour éviter les problèmes de bourrage des urnes, il faut la biométrie. La biométrie, mais le Gabon a la biométrie. Mais si on n'a pas bourré les urnes au Gabon, mais ça ne change rien. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, ce sont des cartes d'identité. Alors, j'ai là trois cartes d'identité. On va le montrer. Voilà. La première carte, elle est italienne. Voilà, un peu là. Ça, c'est une carte d'identité italienne. Oui, peut-être un zoom dessus. Voilà, ça, c'est ma carte d'identité italienne. Ça, c'est une carte normale qu'on imprime. C'est avec ça que les gens vont voter. C'est une carte d'identité que vous présentez dans les rues. Voilà, pour voter. On peut faire un zoom dessus? Et vous ouvrez, dedans, il y a ma photo. Voilà, carte d'identité italienne. Oui. On ouvre, il y a votre photo. Oui. Allez, on montre. Oui. Et ça finit en 2018. C'est cette carte, elle n'est pas électronique. C'est une carte normale. On peut en fabriquer comme ça beaucoup. Hein. Mais bien sûr, c'est ce que fait l'Italie. On peut frauder aussi. Ça, c'est ma carte suisse, qui est exactement la même chose. Et qui est exactement la même chose, imprimée avec un ordinateur. Et ça, c'est ma carte française. Tout fini 2018, toutes ces cartes. C'est 10 ans. Il n'y a que la carte française qui est électronique. Mais même l'Italie, qui est voisin de la France, n'a pas copié le modèle français. Pourquoi nous, en Afrique, avec les moyens que nous avons ou que nous n'avons pas, on est obligé de vivre comme les Français? C'est la question que je me pose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on dit même démocratie, c'est une manière de nous donner le modèle français que tout le monde doit copier. Donc on est à l'école française. Donc on est des subalternes qui doivent prendre des leçons. Voilà un exemple d'un document qui est valable dans un pays comme l'Italie. L'Italie n'est pas un petit pays. Donc ce n'est pas le Gabon. Le Gabon, il est plus équipé en biométrique que l'Italie. L'Italie n'a pas de carte biométrique. Donc ce n'est pas la biométrie qui fait la démocratie. Donc même ceux qui luttent pour ça, on veut 20 milliards de francs CFA. Je m'insurge. Vous dites que je n'aime pas parler du Cameroun. Parce que vous avez des situations comme ça, qui vous remarquez que les gens ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Et on va balancer par la fenêtre 20 milliards. Je préfère même pas en parler. Je voulais que l'on parle d'une affaire qui a défrayé la chronique ici, l'affaire de Vanessa Tchatchou. Vous avez suivi? C'est vrai que... Oui, et on a même discuté avec les étudiants. Affaire Vanessa Tchatchou. Et oui, bon, avec les étudiants, on a mis, j'avais mis le titre Affaire Vanessa Tchatchou, symptôme d'un pays malade. Pourquoi? Parce que l'affaire Vanessa Tchatchou, c'est un fait divers. Un fait divers. Et par définition, un fait qui ne dure longtemps que par des commérages. Les commérages sont réservés à des personnes qui ont un niveau culturel bas. Pour que ce soit toute une nation, pas des ménagères, qui
on discute tous les jours d'un fait divers, aussi triste soit-il. Je dis qu'il y a un problème. Lorsqu'on a l'homicide, qui est beaucoup plus grave que la disparition d'un enfant, l'homicide, et qu'on n'a pas la vérité, nous avons ce qu'on appelle des faits élucidés, des faits non élucidés. Un fait élucidé, dès lors qu'on a les preuves. Lorsqu'on n'a pas les preuves, on a des techniques reconnues au niveau international pour avoir les preuves. Comment faire pour avoir les preuves? On cherche les indices. Les indices, c'est lorsqu'il y a un cadavre. Les vrais indices, ce n'est pas après la mort de la personne, c'est tout ce qui a précédé la mort. Donc on cherche même ce que la personne, le dernier repas de la personne, qui pouvait avoir l'intérêt. Donc dans ce cas, on a tout fait sur l'après-accouchement. On aurait dû partir de 10 mois avant l'accouchement. 10 mois avant l'accouchement. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la jeune fille avant l'accouchement. Qui était le père? Comment sont passés les 9 mois? Comment ont-ils vécu le prétendu père? Parce que tant que je n'ai pas la preuve, le mot prétendu. Parce qu'il faut avoir les preuves. Et c'est sur cette base seulement qu'on peut énoncer des verdicts. Je constate que tous ceux qui ont discuté n'ont pas d'éléments de preuve. Je regrette que même des gens ont été limogés, que les ministres aient parlé dans un cas purement de faits divers. Un autre élément. J'ai vu les gens manifester à Genève en disant « Voilà le Cameroun, voilà ce qu'est le Cameroun ». J'ai vu les gens manifester à Paris, à Washington. Question. Aux États-Unis, vous avez environ 1,5 million des enfants perdus, volés, disparus. Lorsqu'un Camerounais va à Washington manifester, alors que sur les boîtes de lait, c'est les photos des enfants qu'on cherche. L'Américain se demande, est-ce qu'ils ont trouvé une méthode pour retrouver les enfants perdus? Peut-être en manifestant à Washington, on retrouve son enfant. Donc un parent qui cherche son enfant depuis, va voir un Camerounais manifester à Washington, se dit peut-être il y a une méthode brevetée par les Camerounais. Donc à la fin c'était devenu un peu ridicule. J'ai plutôt eu l'impression qu'il y a des gens qui voulaient jouer le deuxième tour des élections présidentielles. Donc il y a eu des éléments de manipulation. Chaque fois qu'on m'a demandé comment, j'ai dit non, je ne veux pas commenter parce que je n'ai aucun élément pour commenter. Il y a des gens qui disent, oh, vous commentez beaucoup de choses, il faut commenter. Non, non, je ne veux pas faire l'objet de... Puisque je dénonce les manipulations. Donc, avec mes étudiants, on a traité ce cas, on a expliqué. Si demain ils ont un cas à traiter, des cas d'homicide, même pas de perte d'enfants. On a donné l'exemple. En Autriche, vous avez une fillette qu'on a volée à l'âge de 10 ans. Elle a été retrouvée à l'âge de 18 ans. On a constaté que c'était son voisin qui l'avait volée. Si on était parti manifester à Paris, est-ce que ça aurait ému ce voisin de redonner l'enfant? Dans ce pays, il y a des enfants qu'on vole. J'ai dans ma propre famille des enfants qu'on a échangés à l'hôpital. Si on constate que c'est un fléau, j'aurais voulu que les gens puissent s'attarder dessus pour dire qu'est-ce qu'on fait de ce fléau. Lorsque j'ai dit le symptôme d'un pays malade, c'est parce que tous ceux qui ont parlé de cette affaire ont oublié leurs propres problèmes. Il y a des gens qui vivaient le délestage de l'électricité pendant toute la période de Noël. Au lieu de manifester, au lieu d'aller en masse même contre AES Sonel, voici aujourd'hui, AES Sonel peut faire du n'importe quoi. Si le gouvernement camerounais rompt le contrat, ils sont capables d'aller citer le gouvernement de Cameroun dans tous les tribunaux du monde. Mais si la population va manifester, dire nous n'acceptons pas ces coupures de courant, le gouvernement de Cameroun peut utiliser ça pour invoquer trouble à l'ordre public. Et dans toute juridiction internationale, ce gouvernement peut même renégocier le contrat avec Sonel. Plutôt que de faire ça, on est là pour se concentrer sur l'affaire Vanessa. Les gens qui passent Noël sans électricité, qui sont pris en otage.
Plutôt que de se mettre en masse. Un bébé, c'est aussi important. Hein? Non, un bébé, je ne dis pas qu'il est... Je ne parle d'homicide. Je sais qu'un bébé, c'est important. Mais ça reste un fait divers. Merci, Jean-Paul Pougala, d'avoir accepté d'être notre invité. Et bonne chance dans la poursuite de vos thèses. Merci. Merci aux spectateurs. On se retrouve mardi prochain, carte sur table, jeudi, entretien, bonsoir. Il y a un grand thème ce soir pour cette émission. Nous, on est une plateforme de dialogue et d'échange, de débat. Point barre. C'est évident qu'il y a une hégémonie des intérêts étrangers dans le... Je me dis, l'hôpital obstétrico-pédiatrique n'est pas le dispensaire de Mvombi. La situation internationale, on se rend compte. Non, mais apportez-moi la déclaration où le ministre de l'économie dit que ce budget n'est pas en adéquation avec les décisions. Je veux cette déclaration, moi je ne la connais pas. Ça ne sert à rien de donner la leçon aux autres alors qu'on est soi-même incapable de faire ce qu'on demande aux autres de faire. Effectivement, de 2008, 2009, 2010, donc il est évident qu'il manque des choses. Vous savez aussi, par exemple, que le président Barack Obama, pour sa toute première campagne électorale, avait essentiellement utilisé les réseaux sociaux. Sur STV2. Bienvenue sur la matrice de l'actualité. Après la chevauchée une après une des principales parutions de la semaine, des spécialistes du traitement de l'information, en compagnie souvent de quelques acteurs, se réunissent avec vous autour d'une même table tous les dimanches. Vous l'aurez compris, votre programme dominical de déploiement de l'information, c'est